Bonjour à tous, bienvenue à l'édition de Big 7. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Myriam qui va vous parler de comment conquérir des marchés à l'international tout en maîtrisant les risques politiques, économiques et commerciaux. Myriam, je te laisse la parole. Merci Céleste. Bonjour à tous. Alors, conquérir les marchés en maîtrisant les risques politiques, économiques et commerciaux à l'international, c'est un vaste programme. Cette masterclass, elle a pour objectif, si vous êtes une PME ETI, de vous guider, de vous sensibiliser à ces risques plus particulièrement politiques et commerciaux, parce qu'il y a beaucoup d'autres risques à l'international. Vous avez une opportunité à l'export, mais vous n'êtes pas familier avec l'international. Quels sont les risques? Quels sont les points d'attention pour maîtriser ces risques? Et identifier les risques, hein, c'est essentiel pour aborder sereinement votre projet d'exportation. Alors, les risques à l'international, quels sont-ils? Ils sont multiples. Et l'identification des risques politiques, économiques et commerciaux peut être complexe. Vous voyez ce qu'on vous a fait, les petits trous, toutes les roues qui citent les risques qu'il peut y avoir. Les risques politiques, ce sont ceux auxquels on pense en premier. Le risque commercial, risque de contrepartie, c'est quelque chose aussi qui est très important et sur lequel on va revenir. Il y a tout ce qui est facteur culturel qu'il faut également maîtriser, sur lequel il faut se renseigner. Il y a tout ce qui est risque de conformité qui gagne de plus en plus en importance, tout ce qui est blanchiment, corruption, sanctions également. Les risques fiscaux et les risques particuliers. Là, on vous a mis par exemple les réglementations de biens à double usage. Donc, c'est un ensemble de risques qu'il faut être en mesure d'identifier en amont de manière à pouvoir border son contrat et border sa relation avec son acheteur afin que le contrat se passe au mieux. Donc il existe des typologies de risques qui vous permettent de cadrer votre analyse et de les creuser en fait, afin de les creuser et d'avoir une vision claire de ces risques. Alors, cette masterclass va s'attacher plus particulièrement aux risques politiques et commerciaux. Alors, les risques politiques, ce sont les risques pays et les risques de contrepartie sur un débiteur public ou souverain. Les risques commerciaux, ce sont plutôt les risques sur l'acheteur privé qui peut être mis en faillite, à la différence par exemple d'un acheteur souverain. Et ces risques ils vont conduire essentiellement pour votre contrat à un risque de crédit, de non-paiement, d'interruption de votre contrat, impossibilité de livrer, etc. Éventuellement d'appel abusif de caution si vous êtes en face d'un acheteur qui est de mauvaise foi. Donc, commençons par les risques politiques. Alors, les risques politiques ou risques pays, vous avez le risque politique pur, conséquence de guerre, conflits, troubles politiques. Vous avez également le fait du prince. Le fait du prince, qu'est-ce que c'est? C'est une décision unilatérale et arbitraire de l'État souverain, qui peut décider du jour au lendemain de fermer les frontières, d'imposer une interdiction d'importer, ou alors quelque chose plus lié à votre contrat, qui serait une résiliation arbitraire de votre contrat. Et vous avez le risque de contrepartie sur un acheteur souverain ou public. Donc souverain pour nous, chez Assurance Export, le souverain, c'est la Banque centrale, ministère des Finances. Et public, ministère, émanation, autre ministère, émanation de ministère, émanation d'un État, etc. Et le risque de contrepartie, c'est le risque de carence de fer, par exemple de prendre livraison, ou bien le risque de défaut de paiement. Le risque politique peut comprendre également les risques économiques, risque de change, risque de non-transfert. Alors, risque de change, effectivement, vous concluez un contrat en devise, vous êtes payé dans cette devise, la devise se dévalue, vous êtes perdant. Et risque de non-transfert, c'est vraiment du risque politique pur. Votre acheteur dépose ses sous pour vous payer auprès de la Banque centrale s'il y a un contrôle d'échange et le transfert ne vous parvient pas. Et les risques catastrophiques. Alors, les risques catastrophiques, j'avoue qu'on en voit relativement peu dans mon métier, qui est l'assurance export, mais c'est le risque que votre débiteur finalement ne paie pas parce qu'il lui est arrivé une catastrophe naturelle. Voilà. Alors, le risque politique au grand export. Si on parle de ces risques politiques purs,
ce sont des risques qui sont limités au sein du marché unique de l'Union européenne. On a eu, il y a quelques années peut-être, des inquiétudes un peu sur la Grèce, hein, par exemple, en termes de contrepartie grecque, hein, sur des acheteurs publics. Mais en revanche, au grand export, le risque est bien réel. Donc, dans des États qui font parfois défaut sur leurs créances, dans des États où la devise ou les réserves d'échange peuvent être faibles, dans des États où l'état de droit n'est pas toujours respecté, donc votre contrat peut ne pas être respecté, vous pouvez avoir des problèmes en cas de litige, etc. Dans des États qui ne sont pas en mesure de gérer les risques catastrophiques et naturels, et dans des régions où il peut y avoir des conflits internes ou internationaux qui peuvent éclater pendant la durée de votre contrat. Alors, vous avez différents outils pour vous informer sur le risque politique. Vous avez le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui publie des dossiers pays. Vous avez des articles qui sont publiés par les antennes étrangères de la DG Trésor. Donc nous avons mis les liens pour ça. Ils sont faciles à retrouver. Hein. Diplomatie.gouv, trésoreconomie.gouv, ce sont deux adresses qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'assurance, quand on fait de l'export, pardon. Les services économiques qui sont également à disposition et que nous, chez Assurance Export, nous interrogeons systématiquement ou nous informons systématiquement quand nous prenons une opération en garantie et qui peuvent vous aider. Les services de Business France, les fiches pays dont dispose le réseau de BPI France, donc vos interlocuteurs en réseau peuvent vous mettre à disposition des informations sur le pays, et toute l'intelligence économique qui est accessible par Internet. Les assureurs privés éditent des guides risque pays, les chambres de commerce internationales, les banques. Il y a énormément de documentation maintenant gratuite sur Internet. Alors, le risque politique, donc il faut s'informer sur le risque politique. Et chez Assurance Export, nous avons deux outils qui nous guident dans notre politique de couverture des contrats à l'export. Chaque année, la Direction générale du Trésor édite sa politique de financement export, qui en général sort en février à l'occasion d'un événement qui s'appelle Bercy France Export. Et lors de cette politique de financement export, elle est élaborée en fonction de différents critères qui sont pris en compte. Donc la situation macroéconomique des pays, la solidité de son système financier et de l'environnement des affaires, la soutenabilité budgétaire, donc véritablement l'estimation du risque de défaut souverain, notamment l'analyse du surendettement, la stabilité institutionnelle du pays et son environnement géopolitique. Y a-t-il des tensions régionales, des risques de conflit, des réglementations relatives aux sanctions, etc. Donc cette carte que vous pouvez trouver sur le site de BPI France et également sur le site de la Direction générale du Trésor vous donne, au travers de couleurs, des indications sur les pays sur lesquels la politique d'accompagnement des entreprises est plus ou moins ouverte. Donc les pays qui sont en vert foncé sont des pays ouverts. Ceux qui sont verts un petit peu moins foncés, il faut une certaine vigilance. Ceux qui sont orange sont sous condition et les pays en rouge sont fermés. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sur ces pays-là. Donc, si vous prenez par exemple le Mali, qui est en vert ou vert, vous allez vous dire, Mali, quand même, c'est un pays qui est relativement risqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette politique de financement export, c'est aussi un instrument de politique économique. Donc, il convient d'être prudent et de croiser les informations. Si vous ne faites pas appel à Assurance Export et que vous voulez avoir une première idée de la façon dont l'État évalue un risque pays. Vous avez un deuxième outil qui nous sert à nous pour tarifer les risques,
c'est la notation qui est faite par l'OCDE dans le cadre de l'arrangement sur les crédits à l'exportation. Alors cet arrangement, c'est un arrangement qui nous lie, nous, quand on prend des opérations en garantie, et qui s'impose à nous. Donc, cette méthodologie qui est faite par des experts des assureurs crédits de l'OCDE, des assureurs crédits publics des pays membres de l'arrangement OCDE, cette méthodologie, elle comprend une analyse quantitative et qualitative d'indicateurs de risque afin d'aboutir à un classement synthétique de chaque pays sur une échelle de 1 à 7, du risque le plus faible au plus élevé. Si je prends le cas du Mali, qui était vert ou vert. Alors, on ne vous a pas mis cette partie-là, mais voilà, je vous le dis, le Mali, il est noté en 7, donc le risque le plus élevé. Voilà. Donc, vous disposez d'un certain nombre d'informations, il faut croiser ces informations et savoir également les interpréter. Vous avez des spécialistes qui sont là pour ça. Le réseau de BPI France, notamment, est capable pour vous de décrypter un certain nombre de choses que vous pourriez trouver sur Internet. Alors, pour le risque politique, on va passer maintenant au risque commercial. Donc, le risque commercial, comme je vous l'ai dit, ça peut conduire à une interruption de contrat, à un non-paiement, ou à un appel de caution du fait d'un acheteur indélicat qui appelle abusivement la caution. Bien sûr, s'il appelle une caution que votre banque a émise parce que vous avez mal réalisé le contrat, ça c'est autre chose. Donc, les risques commerciaux sur acheteur privé, c'est essentiellement l'insolvabilité et la carence de l'acheteur privé, carence de fer, carence de paiement. Sur un acheteur privé, quand il fait défaut, on parle plutôt d'insolvabilité qu'on va constater judiciairement, en fait. Soit de fait, soit judiciairement. Donc ça, c'est du point de vue de l'exportateur, le risque porte principalement sur le risque de contrepartie, c'est-à-dire sur le risque acheteur. Et donc, ce risque, il se traduit sur votre contrat par un risque d'interruption, d'appel abusif de caution, mais surtout de non-paiement. Pourquoi je dis surtout ? Parce que dans la majorité des cas, si vous produisez un bien que vous pouvez replacer ailleurs, le risque d'interruption de contrat sera peut-être pas très important pour vous, mais le risque de non-paiement, vous l'aurez de toute façon. Alors, d'un point de vue de votre écosystème, pour votre acheteur, pour les assureurs, pour les banques, pour vos fournisseurs, le risque de contrepartie peut être vu différemment. Ils peuvent considérer effectivement le risque de contrepartie que constitue votre acheteur. Si c'est par exemple la banque qui va vous délivrer, qui va mettre en place un crédit acheteur ou racheter le crédit fournisseur que vous aurez mis en place, dans ces cas-là, effectivement, il va être en risque sur votre acheteur. Votre banquier, il peut aussi considérer le risque de contrepartie que vous constituez. En prenant un contrat qui serait par exemple trop lourd à porter, avez-vous les reins suffisamment solides pour être capable de mener à bien ce contrat ? Donc c'est quelque chose que votre banquier va regarder. C'est peut-être aussi quelque chose que vos fournisseurs vont regarder. Si vos fournisseurs ont un doute sur vous, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller s'assurer auprès d'assureurs privés contre le risque que vous pouvez représenter en termes de non-paiement de ce que vous allez acheter, des fournitures que vous allez acheter. Et dans ces cas-là, que vont faire les assureurs privés ? Pourquoi je parle de privés ? Parce que pour des fournisseurs, des petites entreprises, c'est souvent les privés qui sont impliqués. Eh bien, les assureurs privés vont vous noter, regarder vos bilans, prendre des renseignements sur vous et vous noter. Et vous n'êtes pas toujours informé d'ailleurs de ces notations. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez ? C'est si ce contrat ne va pas dégrader votre bilan, et il est essentiel de conserver à tout moment une situation la plus saine possible, parce que sinon, quel est le risque ? C'est que tout ce qui est assurance que vous pourrez demander, eh bien, les tarifications soient chères, que vous n'obteniez pas les garanties que vous demanderiez, que la banque n'émette pas les cautions que vous devriez émettre à votre acheteur, par exemple caution de restitution d'acompte, de bonne fin, de retenue de garantie. Donc il est important
d'avoir en tête également tout cet écosystème qui va vous permettre de réaliser votre contrat de façon sereine et avec l'aide de votre banquier, avec vos fournisseurs qui ne vont pas vous lâcher, etc., etc. Alors, comment le maîtriser, ce risque commercial? Donc, on se dit chouette, on a un super contrat, une super opportunité, ça va nous permettre d'améliorer la croissance, la compétitivité de notre entreprise, mais encore une fois, ça peut être source de risques et d'incertitudes pour vous et pour vos partenaires. Donc, comme on l'a vu, la maîtrise de ces risques est fondamentale pour la survie, la performance et la compétitivité de votre entreprise. Donc, une fois que vous avez bien identifié vos risques, pour préserver votre entreprise, vous pouvez éventuellement les assurer afin donc de réduire l'exposition de votre entreprise aux risques, d'accéder plus facilement à des financements et à des garanties pour vous et pour vos clients, et ainsi pouvoir faire des propositions commerciales performantes à vos clients étrangers et rentrer dans une boucle vertueuse de relations avec votre acheteur étranger. Donc il est essentiel de connaître son acheteur. Son acheteur, c'est tout un tas de choses. Ce n'est pas seulement sa solvabilité. Solvabilité, elle tient à l'actionnariat aussi à la capacité des dirigeants de bien mener l'entreprise. On a vu que l'usage et la culture des affaires dans le pays sont quelque chose qui sont très importants. Il faut effectivement bien avoir en tête les risques de conformité, blanchiment, corruption, sanctions, parce que tout ça, ça peut porter atteinte à la réputation de votre entreprise, voire, dans certains cas, vous êtes pénalement responsable en cas de corruption ou de blanchiment. Ça peut aller très très loin, donc ce sont des choses qu'il faut avoir en tête. Alors, il y a une chose essentielle, c'est que votre contrat soit bien ficelé. Un contrat bien ficelé, c'est un risque en partie maîtrisé. Donc, il faut déterminer en amont les clauses à insérer dans votre contrat pour permettre qu'il soit assurable et bancable. Et il faut que vous réfléchissiez à, donc en amont des négociations, jusqu'où vous êtes prêt à aller en termes de concessions pour obtenir ce contrat sans mettre en péril votre entreprise. Donc, évidemment, identifiez votre acheteur. Sur quelle entité juridique êtes-vous? Êtes-vous sur la maison mère? Êtes-vous sur une filiale? Êtes-vous sur une coquille vide? C'est essentiel. Quel est le droit applicable? Est-ce que vous avez la maîtrise du droit applicable? Est-ce que votre acheteur va vous l'imposer? Il y a certains droits qu'il faut peut-être éviter. On a parlé de l'état de droit. Voilà, ça c'est une des choses qu'il faut avoir en tête. Il faut que les prestations et les délais d'exécution soient très clairement définis. Il faut déterminer clairement aussi l'entrée en vigueur de votre contrat. Est-ce que le paiement de l'acompte est une condition d'entrée en vigueur ou pas? Et il faut clairement aussi déterminer la fin des obligations contractuelles. Il faut définir des conditions de résolution du contrat. Dans quelles conditions est-ce que vous pouvez sortir du contrat s'il y avait un souci? Si votre acheteur était soit de mauvaise foi, soit en difficulté, soit ne payait pas. Quelles sont les définitions? Il faut effectivement aussi définir les délais de réalisation, les délais de paiement, les conditions de paiement. Alors, l'acompte est essentiel. Nous, en assurance export, on exige toujours un acompte à la commande minimum de 5%. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre acheteur, il est impliqué. Déjà, il a payé une partie du contrat, il a tout intérêt à ce que ça se poursuive. Et faire attention à la devise, parce que, encore une fois, les devises peuvent fluctuer et un contrat qui peut vous rapporter une marge au départ peut voir la marge complètement détériorée par un problème de change. Donc, en fonction de tout cela, il va falloir que vous déterminiez si vous avez besoin d'exiger un garant. Est-ce que vous allez être confortable avec votre acheteur? Est-ce qu'il a une surface financière suffisante? Vous avez des sociétés qui peuvent aussi vous informer sur la qualité de votre acheteur et le service économique peut aussi vous aider. Donc, est-ce que vous avez besoin d'un garant? Et auquel cas, le demander en amont des négociations ou pendant les négociations. Est-ce que vous allez avoir besoin de donner des cautions, d'émettre des cautions au profit de votre acheteur? Si vous avez des termes de paiement en cours d'exécution du contrat, ou que vous avez même un terme de paiement à la fin, mais que vous avez une période de garantie, il y a de fortes chances que votre acheteur vous demande des cautions de retenue de garantie, ou des cautions de bonne fin. Et s'il y a un acompte, une caution de restitution d'acompte.
au cas où vous-même, vous ne réaliseriez pas vos obligations contractuelles. Ce qui est important quand il y a des cautions, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est qu'il faut penser à mettre une date butoir de main levée de la caution. On a en caution que l'on couvre des cautions que les banques ne peuvent pas main lever parce qu'il n'y a pas de date butoir. Donc il faut essayer d'exiger cela dans votre contrat et suivre la main levée de ces cautions, tant au niveau de votre acheteur qu'après au niveau de votre banque, parce que sinon elle va continuer à vous facturer une caution qui n'a plus de raison d'être. Et puis, si vous entrez dans des schémas un peu plus complexes, il faut vous poser la question, par exemple, dans des schémas de sous-traitance ou de groupement, est-ce que vous êtes donc sous-traitant? Est-ce que vous êtes en groupement? Si vous êtes sous-traitant, par qui est-ce que vous allez être payé? Sur qui porte votre risque? Est-ce que vous allez être payé par le contractant principal qui, lui, a la relation avec l'acheteur, auquel cas vous n'êtes plus en risque sur l'acheteur? Ou alors est-ce que vous allez être payé en if and when, donc c'est-à-dire si et quand l'acheteur final paie, auquel cas vous avez un risque sur votre acheteur final. En termes de groupement, il va falloir vous poser la question, êtes-vous dans un groupement solidaire ou conjoint? Quelle est votre responsabilité au titre du groupement? Quel est le chef de file du groupement? Quels sont les schémas de paiement au titre du groupement? Est-ce que ça passe par le chef de file ou pas? Si vous êtes solidaire au titre du groupement, votre responsabilité risque d'aller au-delà de votre simple responsabilité au titre du contrat. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser le plus en amont possible pour essayer de les adresser d'une façon ou d'une autre dans votre contrat. Donc, lorsque vous concluez un contrat, en fait, il y a 3 périodes. Il y a lors de la négociation et de la remise de l'offre. À ce moment-là, si vous effectuez un contrat, enfin si vous faites une offre dans une devise étrangère, est-ce que vous avez un risque de fluctuation de la devise sur l'offre? Parce que vous pouvez remettre une offre en devise, la devise perd de la valeur et finalement vous êtes perdant finalement sur votre contrat et ça vous mange votre marge. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un préfinancement ou d'une avance de trésorerie auprès de votre banque? Et là, on revient au sujet, êtes-vous suffisamment solide pour que votre banque vous accorde une avance de trésorerie ou un préfinancement? Est-ce que vous allez avoir besoin de demander à votre banque l'émission de caution? Est-ce que vous allez accorder un crédit à votre acheteur? Est-ce que ça va être sur votre trésorerie ou via une banque, via un crédit fournisseur que vous allez escompter auprès d'une banque, ou bien est-ce que ça va être via un crédit acheteur? Est-ce que vous allez demander une confirmation du crédit documentaire? Toutes ces questions, il faut vous les poser. Et vous pouvez effectivement demander à votre banquier de se couvrir sur votre risque. Donc, par exemple, chez BPI France, on peut couvrir le risque que vous pouvez représenter pour votre banquier s'il émet une caution en votre nom. Même chose, s'il émet un préfinancement lié à un contrat d'exportation, nous pouvons également couvrir ça. On peut couvrir également la confirmation de crédit documentaire, l'assurance du crédit acheteur, l'escompte ou la cession de crédit fournisseur. Voilà. Donc il y a plein d'outils de couverture qu'il faut peut-être que vous envisagiez dès la période de négociation. Pendant l'exécution du contrat, eh bien, vous allez peut-être vouloir vous couvrir contre le risque d'interruption du contrat si vous faites une machine très spécialisée pour cet acheteur que vous n'êtes pas sûr de pouvoir replacer ailleurs. Donc, dans ces cas-là, vous couvrir de la perte que représentent les dépenses que vous auriez engagées. Et puis, vous couvrir essayer d'obtenir un escompte ou une cession de votre crédit fournisseur. Et donc, peut-être que la banque va demander de se couvrir de cet escompte ou de cette cession sur le risque de l'acheteur. Et enfin, si c'est du comptant, tout simplement vous couvrir contre le risque de non-paiement au comptant. Et puis, si vous accordez un crédit à votre acheteur, eh bien là, il y a la période de crédit, donc qu'il faut couvrir contre le risque de non-paiement. Nous n'avons pas mentionné les cautions, mais pendant tout ce temps-là, vous pouvez avoir des cautions qui courent. Hein. Alors, caution de soumission lors de la remise de l'offre, hein,
notamment quand il y a des grands appels d'offres, mais surtout caution pendant l'exécution du contrat et pendant la période de crédit, les cautions pouvant aller jusqu'à 24-48 mois, au-delà de la fin des obligations contractuelles de la période en fait de construction. Donc, en fait, il faut protéger votre entreprise, protéger sa trésorerie, donc du risque de contrepartie de votre acheteur, des aléas économiques et politiques. Et pour ça, pour obtenir les meilleurs délais et les meilleures conditions financières pour vos garanties, pour votre contrat et pour vos clients, il faut contacter vos assureurs crédit en amont de la signature du contrat, le plus en amont possible. Alors, faire appel aux assureurs crédit. Il y a les assureurs crédit privés, il y a l'assureur crédit public, BPI France Assurance Export. Vous avez des créances à court terme, vous êtes plutôt sur du petit export. Alors, court terme, c'est inférieur à 2 ans. Vous avez un flux d'exportation vers un pays, c'est-à-dire des opérations répétées où vous exportez régulièrement vers un acheteur, un flux régulier sur un pays donné, voire plusieurs pays. Et vous atteignez des volumes qui deviennent récurrents et importants. Et dans ces conditions-là, il vous est possible donc d'approcher les assureurs crédits privés et de signer une police globale sur vos flux pour les couvrir. Donc, vous pouvez couvrir soit l'intégralité de votre portefeuille. Bien sûr, l'assureur crédit va aller un petit peu choisir ses risques et peut éventuellement exclure les plus mauvais risques. Mais il peut aussi vous délivrer une police sur un acheteur en particulier, sur un pays en particulier, et éventuellement faire ce qu'on appelle du single risk, ce que nous on fait, c'est-à-dire couvrir une opération en particulier. Et nous, c'est notre façon de fonctionner, puisqu'on intervient en subsidiarité du marché privé. Donc, les assureurs crédits privés en France, les principaux, c'est Coface, Euler, Atradus, Groupama, AXA, vous avez AIG également. Les deux gros étant Coface, Euler. Groupama, par exemple, fait beaucoup dans le domaine agricole. Enfin, chacun a un peu ses spécialités. Allez sur leur site et là encore, en général, ils fonctionnent par une police globale en amont, sauf pour le single risk. Donc, il faut prendre le temps d'aller les approcher pour pouvoir être dans une meilleure position pour négocier. Si votre contrat est plus complexe, que vous souhaitez proposer un financement à plus long terme à votre acheteur, pensez au guichet Assurance Export de BPI France, qui est là pour ça et en subsidiarité du marché privé. Sur les pays les plus difficiles, par exemple, on est particulièrement présent. Et pour vous guider dans tout cela, eh bien, vous avez la Team France Export. La Team France Export rassemble toutes les solutions publiques proposées par les régions, les services de l'État, Business France, les chambres de commerce et d'industrie et BPI France. Donc pour vous aider, pour faire rayonner les entreprises françaises à l'international, pour conquérir, puisque c'est le terme du moment, du jour, le thème du jour. Donc l'objectif de ce label Team France Export, c'est de proposer aux PME et ETI un parcours à l'export plus lisible, efficace et adapté. On nous a souvent reproché en fait à l'État d'avoir plein de guichets et les entreprises ne s'y retrouvent pas. Alors, vous avez dans les régions des conseillers spécialisés. Il y a 13 guichets uniques régionaux où vous avez 250 conseillers spécialistes de l'export qui apportent aux entreprises un conseil de proximité. Et à l'étranger, la Team France Export s'appuie sur un réseau de 750 conseillers qui sont répartis donc dans 65 pays et avec lesquels les area managers, c'est-à-dire les personnes de BPI France qui sont à l'étranger, travaillent en étroite collaboration. Donc vous pouvez vous appuyer sur tous ces gens-là qui sont là pour vous renseigner. Dans les guichets régionaux, nous avons des chargés d'affaires internationaux ou des responsables d'affaires internationaux qui sont là pour répondre à vos questions, pour vous guider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et vous avez également un outil Internet qui s'appelle la plateforme des solutions de la Team France Export et sur lequel vous pouvez trouver des formations, des contacts et des opportunités d'affaires, les différents organismes qui peuvent vous aider dans vos démarches. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et place aux questions.
Merci beaucoup Myriam pour ton intervention. C'était très intéressant. On a eu beaucoup de réactions sur le chat de personnes qui ont trouvé ta présentation très synthétique et qui aimeraient bien que l'on partage avec eux nos éléments sur comment mieux maîtriser les risques à l'export. Alors on a une première question qui porte sur l'Afrique en particulier. La question serait de savoir quels sont les risques, à ton avis, qui sont spécifiques à l'export dans cette région du monde aujourd'hui. Merci. Alors l'Afrique, elle est très diverse. En termes politiques, hein, il faut être évidemment très vigilant. Il faut être très vigilant aussi sur les régions dans lesquelles vous exportez. Toujours avoir le réflexe d'aller voir sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères quelles sont les conditions pour s'y rendre, avec des régions qui sont véritablement instables ou à éviter. La grosse question de l'Afrique actuellement, c'est la dette. La dette est-elle soutenable par les pays africains? Il y a toutes les démarches ISSD, effectivement, qui sont des demandes de report de dette d'un certain nombre de pays africains. Donc, le risque de carence sur acheteurs publics ou souverains, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Merci Myriam. Donc on retient que sur l'Afrique, il faut être particulièrement vigilant sur les questions de dette publique. Une deuxième question qui porte sur la politique de financement export du gouvernement français. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement dessus et sur la logique de cette politique? Alors, je vais remettre la carte. Voilà. Alors, c'est un outil politique d'accompagnement des entreprises. Hein. C'est-à-dire que, on voit bien tous les pays en vert. Hein, il y en a où il n'y a absolument pas de sujet. C'est la volonté qu'il y a de l'État d'accompagner ces entreprises sur un certain nombre de pays. Si on a des pays ouverts sous conditions, c'est que, en général, on va aller regarder, par exemple, la soutenabilité de la dette, où il va y avoir des plafonds d'encours fixés par l'État pour limiter son risque sur certains pays, où il peut y avoir effectivement des limites en montant par opération, avec des décisions qui, dans ces cas-là, peuvent être davantage du cas par cas. Voilà. Donc, c'est un outil. Alors, si vous allez sur la carte, sur le site internet, et que vous promenez sur les pays, vous aurez les précisions un petit peu sur la politique, en fait. Hein. Donc, c'est un outil qui est, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, qui est basé sur une véritable analyse des pays, mais avec une volonté politique de soutenir en particulier les entreprises sur certains pays. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup Myriam. Oui, tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je vais attendre quelques instants et voir si une autre question apparaît. Ah, on a une autre question qui porte sur le montant des petits contrats. Est-ce que les outils d'assurance export sont ouverts sur les petits montants? Alors, nous n'avons pas de limitation de montant. Maintenant, on ne va pas faire. Vous risquez de ne pas trouver, par exemple, de banque pour faire un tout petit crédit acheteur. Pourquoi? Parce que la banque va avoir des coûts fixes d'analyse qui risquent de faire que ça n'est pas forcément rentable pour elle. Donc, dans ces cas-là, il y a des chances que votre banque vous oriente vers d'autres outils, des paiements par lettre de crédit ou du crédit fournisseur avec rachat de crédit fournisseur, cession ou escompte de crédit fournisseur. Voilà. Il n'y a pas de seuil minimum. Mais si vous avez vraiment, encore une fois, si vous êtes sur du flux, si vous avez des opérations de tout petits montants, les assureurs
privés sont peut-être plus adaptés. Pour le flux, c'est clair. Ce sont vraiment les assureurs privés qui ont la technique, la maîtrise de tout ce qui est flux. Ils vont vous faire, en fait, ils vont mutualiser le portefeuille qu'ils vont avoir sur vous. C'est pour ça qu'ils font relativement peu de single risk et qu'ils sont plutôt sur une approche globale. Et donc, ils vont aller choisir les acheteurs et vous faire une tarification en fonction de votre portefeuille d'acheteurs. Donc, si vous avez des exportations récurrentes, ils vont vous mettre en place des garanties revolving qui sont beaucoup plus adaptées à des petits courants d'affaires que de l'assurance crédit chez Assurance Export. Merci Myriam, on a bien compris donc la complémentarité des offres des assureurs privés et donc de la subsidiarité de l'offre publique. Je ne vois pas d'autres questions, mais moi j'ai peut-être une petite question. Dans un contexte post-Covid, comment est-ce que tu vois les choses pour l'export français? Est-ce que tu penses que les entreprises devraient faire davantage appel aux solutions d'assurance dans un contexte de risque dégradé? Comment vois-tu la situation? Alors, l'assurance a un rôle contracyclique. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dans toutes les crises. En 2008, par exemple, on a eu une augmentation de notre activité absolument énorme. De même, alors moi je peux vous citer, à l'époque j'étais chez Airbus, on est passé d'environ 60 avions couverts par an à 180, quasiment 200 avions. Donc on a complètement joué notre rôle contracyclique. C'est vraiment la vocation de l'État d'être présent quand le marché ne suit plus. Donc je pense qu'au niveau du Covid, pour l'instant, les PGE, toutes les aides qu'il y a pu y avoir, ont soutenu les entreprises, non seulement en France, mais également à l'étranger, puisque l'étranger a mis en place des mesures relativement similaires à ce qu'on a pu mettre chez nous en France. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti des risques de défaillance liés au Covid, même si on voit peut-être un petit peu le bout du tunnel en termes de risques sanitaires. Je pense qu'au niveau économique, il faut rester très vigilant. Et très vigilant sur la capacité de vos acheteurs à être capables d'honorer leurs créances. Merci Myriam. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Je vais laisser encore quelques instants aux participants pour se manifester s'ils le souhaitent. Ah, j'ai encore une question. Tous les secteurs sont-ils éligibles à l'assurance export ? Alors, ce que l'on ne fait pas, c'est le négoce international. C'est-à-dire une entreprise qui ne ferait aucune valeur ajoutée en France et qui ne ferait qu'acheter un endroit pour réexporter vers l'autre. Ça, c'est chez Assurance Export. Si vous allez chez les assureurs privés, peut-être que vous allez obtenir de l'assurance. Ce qu'il faut voir, c'est que chez Assurance Export, c'est la poche de l'État, c'est-à-dire c'est le contribuable. Et donc, l'État va toujours avoir une approche qui est de dire quel est l'intérêt pour l'économie française de soutenir ce contrat. Donc, l'intérêt pour l'économie française, pour nous, à l'export, ça se traduit par un minimum de parts françaises. Donc, nous, on demande dans les contrats qu'il y ait un minimum de 20% de parts françaises, donc d'où l'impossibilité de couvrir du négoce international. Voilà, donc sinon, il n'y a pas de domaine qui soit exclu, a priori, toujours sous réserve de choses licites, qui soient de contrats d'exportation licites. Alors, il peut y avoir certaines restrictions d'exportation, on en a parlé tout à l'heure avec les réglementations biens à double usage, etc., qui ne sont pas forcément exportables, mais ce n'est pas nous qui allons bloquer, c'est-à-dire que vous n'allez pas obtenir les autorisations d'exporter. Voilà. Merci beaucoup Myriam, c'était très clair. Donc a priori pas de restrictions sauf pour le négoce. Est-ce que l'audience a d'autres questions à poser? Je ne vois pas d'autres questions, donc je propose que l'on s'arrête là.
Merci beaucoup Myriam pour ton intervention sur comment mieux maîtriser les risques liés à votre activité à l'export. Merci à tous les participants et nous allons voir si nous pouvons vous envoyer la présentation. Ceux qui la souhaitent, vous pouvez rajouter votre email dans le chat. Et merci encore à tous. Très bonne journée et bon BIG. Au revoir. Merci pour votre écoute. Au revoir.